vrai, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Nous travaillons pour que le gouvernement puisse faire de son mieux dans les domaines où il a un avantage comparatif. C'est son droit, c'est son pouvoir régalien. Il faut qu'il s'occupe de sécurité, qu'il s'occupe de justice, qu'il s'occupe dans une certaine mesure d'éducation, de santé, et personne ne le fera à la place de l'État. Lorsque les gens le font, ils ne font qu'accompagner l'État, car il s'agit là de véritables services publics. Mais le rôle de l'État peut aller pour faire les routes dans certaines circonstances, l'énergie, des télécommunications dans certaines circonstances. Mais comme vous le savez, la notion de partenariat public-privé fait son chemin. Et fait son chemin même dans les secteurs qu'on considérait comme stratégiques, comme l'eau, comme l'électricité, comme les télécommunications. Dans beaucoup de pays, on a soit privatisé, soit amené l'État à avoir des partenaires privés dans ces secteurs-là. Mais surtout, l'État ne pouvant tout faire, il doit préparer le terrain pour que le privé prenne sa part dans le développement du pays. On dit que le secteur privé est le moteur de la croissance. Mais le privé, pour qu'il puisse travailler, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit en paix, il faut qu'il ait confiance. Alors, c'est tous ces éléments qui constituent l'environnement de l'investissement. C'est la justice qui sache que lorsqu'il a un litige, que le litige sera tranché comme le prévoit la loi. C'est ça qu'on appelle la prévisibilité de la justice, la transparence. Il faut qu'il soit en sécurité, qu'il ne soit pas appréhendé par les forces de sécurité de manière désinvolte. Il faut que nos forces de sécurité soient efficaces, mais qu'elles soient discrètes. Que la douane ne s'en prenne pas de manière agressive au bien des voyageurs à l'aéroport, donc que la douane soit performante, mais qu'elle soit courtoise. Ça aussi, ça fait partie de l'environnement des affaires. Lorsque un voyageur entre dans le pays, il commence d'abord par rencontrer la douane et les polices de l'air. Donc s'il est bien traité, il a déjà une première impression. Donc la fiscalité également, la manière dont l'État prélève ses droits sur les opérateurs, cette fiscalité a un impact énorme, soit pour encourager, soit pour décourager. Et puis il y a ce que la loi dit, et il y a la manière d'appliquer la loi. Même si vous avez des belles lois fiscales, si vous avez une administration fiscale agressive, cela également pose problème. Les investisseurs s'en vont. Voilà. Donc, on a en tout cas travaillé un texte pour corriger les dispositions du passé, pour faire en sorte que les investisseurs qui viennent en Guinée puissent trouver pratiquement les mêmes avantages qu'ils trouvent ailleurs. Mais il faut qu'on travaille pour que l'application de ces incitations soit également du même niveau de qualité que ce qui se trouve ailleurs. Le Code des investissements est un autre élément de l'environnement des affaires. Là également, il y a des progrès, il y a des projets qui ont été élaborés. Et dans ces projets, l'idée essentielle, c'est de faire en sorte que les autorisations, les agréments diminuent ou disparaissent. Comme vous le savez, ces autorisations étaient souvent l'occasion de fonds de commerce pour une bonne partie de l'administration. Alors qu'aujourd'hui, lorsque l'opérateur sait que c'est un système déclaratif, mais qui sera contrôlé, lui-même, il se prend au sérieux et il fait attention. C'est le rôle de l'APIP. Non, l'APIP, c'est l'accueil. L'APIP, c'est l'accueil. Mais c'est toute une série de structures administratives qui sont chargées d'appliquer le Code des investissements. La douane, les impôts sont concernés, l'APIP est concernée, les autres administrations qui délivrent des autorisations de construction sont également concernées. Donc, c'est tout cela, encore une fois, qui fait l'environnement des affaires. Il faut que celui qui veut investir, il regarde différents pays, il regarde la carte du monde, il regarde différents pays et il regarde la Guinée. Il voit en Guinée, c'est vrai,
Nous avons la bauxite, nous avons le fer, nous avons l'eau, mais en même temps, ils regardent comment on fonctionne. Si notre fonctionnement est rassurant, il vient. Si ce n'est pas rassurant, il ne vient pas. Mais encore une fois, il ne vient pas seulement pour notre potentiel, il ne vient pas seulement pour les incitations fiscales, il vient sur tout un ensemble d'éléments. La manière dont on les accueille, la stabilité politique. On a commencé par ça. On a dit que lorsqu'il y a des remous dans un pays, les gens ne viennent pas. L'argent a peur du bruit. Monsieur le ministre, on va parler maintenant de notre sujet sur Abu Dhabi. Vous avez initié cette rencontre de taille. Quelle est l'idée qui vous a conduit justement à proposer ça au chef de l'État? D'abord, l'idée d'une conférence des bailleurs de fonds est une idée classique. Comme vous le savez, tous les gouvernements qui sont passés ont eu à organiser des conférences des bailleurs de fonds pour pouvoir présenter les problèmes du pays à nos partenaires traditionnels et obtenir des financements dans les domaines où l'État intervient. Alors la nouveauté, cette fois-ci, c'est qu'on a essayé de combiner la réunion des bailleurs de fonds avec une réunion des investisseurs. C'est ça la nouveauté. Pour des raisons que j'ai indiquées, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Nous savons que notre État est un État qui n'est pas encore tout à fait fort et qu'il a besoin de relais sur le terrain pour que son programme de développement puisse être accompagné. D'où, donc, d'organiser une conférence à la fois des bailleurs traditionnels et des investisseurs. Maintenant, pour Abu Dhabi, nous avons également cherché des pays émergents. Comme vous le savez, lorsque vous regardez la carte du monde, vous vous rendez compte que les pays industrialisés aujourd'hui sont en difficulté pour des raisons que nous connaissons, avec les problèmes de l'euro, la crise de différents pays membres de l'Union européenne. Les États-Unis ont également leur lot de problèmes. Les pays émergents sont un peu, disons, le secteur où on peut encore chercher à avoir des marges de développement. On a choisi Abu Dhabi, c'est un pays tranquille, qui est presque à mi-chemin entre les pays occidentaux et les pays orientaux, qui n'a pas d'histoire avec nous, et qui n'a pas d'histoire avec les autres pays, et qui n'est pas un pays dont le nom évoque des problèmes politiques ou de rejet, et qui en plus, ils sont bien gérés. Il y a des livres qui sont sortis, je crois que je vais vous passer ce livre-là, où le titre de ce livre, c'est « De simple rat à riche ». Donc ces pays-là, ce pays qu'on appelle Abu Dhabi, était un pays de simples pêcheurs il y a à peine 40 ans. Simples pêcheurs. Parce qu'Abu Dhabi est en fait la capitale, mais ça comporte Dubaï et beaucoup d'autres. 7 Émirats, en fait. Voilà. Alors, Abu Dhabi avait du pétrole, mais ce pétrole-là, il faut le développer. Alors que Dubaï, eux, ils n'avaient rien du tout. C'était le rocher. Donc, ils ont réfléchi et ils ont trouvé un modèle qui leur permette d'attirer les investisseurs, d'attirer la main-d'œuvre, mais aussi de bien utiliser les ressources qui leur sont propres. Monsieur le ministre, comment vous avez procédé justement pour réunir tout ce monde à Abu Dhabi? On sait simplement que le président s'était rendu à Paris, en Arabie Saoudite et même à Abu Dhabi à un moment. Mais tous ces investisseurs-là, quel est votre secret? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de secret. D'abord, une conférence se prépare. Comme vous avez dit, le président lui-même s'est impliqué dans la préparation. On a tissé des relations avec les plus hautes autorités de Abu Dhabi. Le président y a été plusieurs fois et il a rencontré toutes les hautes autorités pour s'assurer qu'ils sont prêts à accueillir la conférence et qu'ils sont prêts à nous accompagner. Donc, lorsque cet endroit est choisi, il faut maintenant faire venir les gens. Pour faire venir les gens, il faut aussi que la Guinée évoque quelque chose. Donc, ce n'est pas un secret. C'est d'abord le potentiel de la Guinée, mais tout ce que nous avons fait au cours des 3 dernières années, tout ce qui a été fait sous l'égide du professeur Alpha Condé,
où nous avons eu à sortir d'une situation extrêmement difficile, que personne ne pouvait imaginer qu'on allait réaliser ces prouesses-là, faire en sorte qu'il y ait la stabilité sur le plan militaire, qu'il puisse y avoir le dialogue avec l'armée pour que les forces armées acceptent d'entrer dans le processus que le président avait dégagé, que nous puissions stabiliser l'économie, faire baisser progressivement l'inflation, que nous commencions à faire des réformes structurelles sur le plan minier, sur le plan des finances publiques, et que nous puissions relancer l'agriculture et également commencer la construction d'un grand barrage. Donc tout cela faisait partie de ce que le professeur appelait Guinée is back. Donc ce sigle-là, ce mot d'ordre, a résonné dans les oreilles de différentes personnes. Et bien entendu, le reste, c'est les relations personnelles qu'on a tissées et qui ont pu nous aider à faire venir les personnes. Le professeur lui-même a pu faire venir ses propres amis, comme Tony Blair, comme vous avez vu, M. Bernard Kouchner, Mme Obi, qui était l'ancienne vice-présidente de la Banque mondiale, et j'en passe. Mais l'engouement était tel que les grands patrons du projet Simandou ont cru devoir être présents. Le patron de Rio Tinto, M. Sam Walsh, a décidé de venir. Le grand patron de Chinalco a décidé de venir parce que Abu Dhabi, c'est là où il fallait être en ce moment-là, pour faire comprendre qu'on est avec la Guinée, qu'on est déterminé à accompagner ce projet-là. Bien entendu, il fallait qu'on choisisse également des personnes ressources qui pouvaient animer les débats. Et là également, c'est une nouveauté. Parce que d'habitude, on fait des conférences de bailleurs de fonds où il y a une sorte de tradition. Les bailleurs de fonds sont d'un côté et ils viennent faire leur déclaration et à la fin de la journée, c'est terminé. Alors que là, on a essayé de faire en sorte qu'on combine. C'était de l'interactif en fait. C'était interactif. Donc il y avait une sorte de forum économique également là-dedans. Donc ça aussi, ça a intéressé les gens. Donc on a choisi des personnes qui, même s'ils n'amènent pas de l'argent, mais ils amènent leur intelligence. Ils amènent leur aura. Et ils motivent les autres. Et ils donnent la crédibilité à la conférence. On avait compté sur 300 personnes, on avait plus de 600 personnes. Le jour de l'ouverture, vous avez vu, il y a des personnes qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Donc ça également, je pense que c'est tout ça à mettre au compte du gouvernement, du professeur, et on est condamné à réussir. Parce que là, on a mis la barre très haut. Les gens maintenant savent c'est qui la Guinée. En tout cas, sur ce que nous avons expliqué là-bas, on nous avons expliqué que nous avons un grand potentiel, que nous sommes gentils, qu'on est prêt à les accueillir. Mais il faut qu'ils viennent. Et quand ils vont venir, il faut qu'ils trouvent également que ce que nous avons dit là-bas correspond à la réalité. Et c'est pour cela que nous avons décidé, le gouvernement a décidé d'organiser maintenant un forum en Guinée uniquement pour les investisseurs, pour qu'ils viennent voir leurs propres yeux tout ce qu'on leur a indiqué là-bas comme potentialité, comme opportunité d'investissement. C'est pour cela qu'on a dit qu'on a amené la Guinée au monde. Maintenant, on veut amener le monde à la Guinée. Là, il faut qu'ils trouvent la Guinée. Que la Guinée est comme ils l'ont rêvé. Mais est-ce qu'on peut savoir les résultats obtenus à Abu Dhabi? Et est-ce qu'il y a maintenant un comité de suivi pour justement appliquer les résultats de cette conférence? Je pense que les résultats d'Abu Dhabi sont multiples. Alors, je ne sais pas de quels résultats vous parlez. Moi, je peux imaginer... Non, les financements, je parle des financements. Ah oui, bon. Bah sinon, les résultats d'Abu Dhabi, ça passe sur les financements. Même si on n'avait pas eu de financement, le simple fait qu'on a eu cette affluence du beau monde, pour moi, c'est un succès. Cette participation massive des grandes sociétés, des grands intellectuels africains et étrangers, à mon avis, c'est l'un des premiers succès. Beaucoup de personnes ont parlé, ils n'ont pas mis d'argent, mais ils ont soutenu la Guinée. La CEDEAO a parlé. La CEDEAO n'a pas amené de l'argent, mais elle a soutenu la Guinée surtout en disant que le développement de la Guinée, c'est le développement de l'ensemble de la sous-région. Parce que le potentiel de la Guinée
n'intéresse pas seulement les Guinéens, mais intéresse tout le monde. Donc je dis que le succès, c'est d'abord ça. Le fait qu'on a mis la Guinée sur la carte du monde. Ça, je pense, c'est un résultat beaucoup plus important que les montants qui ont été annoncés et qui, en fait, sont nettement inférieurs aux possibilités d'investissement qui peuvent être des retombées d'Abu Dhabi. On a parlé de 6 milliards de dollars. C'est très important. Mais je pense que les retombées réelles pourraient être beaucoup plus grandes. Imaginez, si le projet de Simandou, demain, peut être réalisé, parce que nous avons réussi à créer à Abu Dhabi une sorte d'atmosphère de confiance entre les partenaires de Simandou et nous-mêmes. Nous sommes maintenant en train de travailler pour mettre en place le cadre d'investissement pour que ce projet puisse enfin se réaliser. Un projet qui vaut plus de 20 milliards de dollars. C'est plus que 6 milliards. Donc les retombées, on peut les citer. Il y a les retombées immédiates, ça on peut dire oui, c'est 6 milliards. Mais les retombées à moyen terme, c'est beaucoup plus important. Maintenant, nous avons commencé à entrer en contact avec tous les partenaires qui ont fait des annonces pour leur demander de structurer leurs annonces. Tout à l'heure, je viens de quitter M. le Président de la République, où je lui ai présenté les tableaux que nous avons confectionnés sur la base des annonces des partenaires. Et ce tableau reste encore à compléter. Lorsqu'il sera complet et qu'on aura une idée précise des différents points d'application des financements des partenaires, en ce moment, on va mettre en place des comités pour mieux travailler, d'abord entre nous et ensuite entre les partenaires. Je vous informe que nous avons déjà eu 2 réunions. Une réunion avec tous les partenaires présents à Conakry pour tirer les leçons d'Abu Dhabi, où on s'est mis d'accord d'une meilleure coordination entre eux, parce qu'ils ont des groupes thématiques, et une meilleure coordination entre eux et nous. Nous avons ensuite rencontré le secteur privé. Là également, c'est un enchantement. Le secteur privé, c'est comme si il s'est réveillé à Abu Dhabi. Là également, c'est un résultat. C'est un résultat. Aujourd'hui, ils sont en contact entre eux pour créer une synergie entre toutes leurs organisations et devenir un. Je ne dis pas qu'ils vont supprimer tous les patronats, mais pour regarder dans la même direction. Ça aussi, c'est un résultat d'Abu Dhabi. Et nous avons décidé ensemble de créer une cellule de réflexion entre le secteur privé et le gouvernement pour favoriser ce dialogue et voir comment le secteur privé peut mieux prendre sa place dans la croissance du pays. Monsieur le ministre, le dernier sujet sur lequel nous allons discuter, c'est la session budgétaire qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Oui. Rapidement, est-ce qu'il y a des particularités par rapport aux années précédentes? Les particularités, d'abord, c'est le fait que nous avons présenté le budget au CNT et pas à l'Assemblée nationale qui a été élue. Mais là également, on a eu à s'expliquer. Nous avons analysé les calendriers des lois organiques et le temps passant, on s'est rendu compte que le Parlement n'aurait pas la chance d'être opérationnel avant au moins 1 mois et demi à 2 mois. Est-ce que la Guinée peut attendre ces 2 mois pour pouvoir commencer à financer ses investissements? Est-ce qu'on va recommencer à travailler sur la base d'un 12e? Le gouvernement a estimé, en son âme et conscience, parce que finalement, gouverner c'est décider. Naturellement. Gouverner c'est décider. Nous sommes en charge de la vie des millions de personnes. Si ça ne va pas, ce n'est pas l'opposition qui va en répondre, c'est nous. Donc le gouvernement a décidé, bien sûr avec des concertations, qu'il fallait certainement présenter ce budget au CNT.